Bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass où l'idée c'est de pouvoir parler des impacts de la crise sanitaire sur leurs organisations commerciales. Alors avant de vous présenter nos intervenants, j'aimerais que l'on prenne un petit peu le temps pour vous mettre un petit peu dans cette perspective. De quoi allons-nous parler au sein de cette masterclass? Et je vais vous partager une petite présentation pour vous mettre justement dans le contexte et puis surtout pour me présenter. Donc, à la demande de PPA, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran ou pas? Ah, voilà. Voilà, c'est bon. Les problèmes techniques, hein, ce n'est pas encore acquis. Donc, à la demande de PPA, donc, il était question de faire effectivement une masterclass sur les impacts de la crise sanitaire sur les organisations commerciales. Certains me connaissent. Donc, je suis Anne-Françoise. J'ai fondé Créavaleur, donc une société qui est à la fois en charge du conseil en développement commercial, produits grande consommation et santé. Et puis, je fais aussi la direction commerciale externalisée. Et surtout, je suis intervenante chez PPA depuis à peu près 4 ans sur les problématiques commerciales et le retail. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, partons un petit peu du contexte. Quel est-il ce contexte? Eh bien, le 12 mars, Emmanuel Macron a fait une allocution. Au cours de cette allocution, il annonce la fin des cours pour les étudiants et pour les élèves. Cela, bien sûr, a eu un impact très fort sur les ventes en grande conso. Souvenez-vous, hein, tout le monde s'est précipité dans les hypermarchés pour faire les courses et faire le plein avant ce confinement, avec en particulier des ventes qui ont progressé de plus 9% le 13 mars par rapport au vendredi de la semaine d'avant, et des catégories qui ont été encore plus fortement impactées par ces ventes, puisque les pâtes ont un chiffre d'affaires qui ont été multipliés par 5. Le papier toilette, ce fameux papier toilette où tout le monde s'est stocké, donc des ventes multipliées par 3,5. Et puis là aussi, forte demande sur le sucre avec un chiffre d'affaires multiplié par 3 par rapport au vendredi avant l'allocution. Donc un impact très fort de ce confinement sur les ventes en hypermarché, supermarché, réseau de proximité. Et puis en parallèle, souvenez-vous, on nous a expliqué que voilà, en cas de fièvre, il fallait prendre du paracétamol, fortement recommandé par le ministre de la Santé. Quand on parle paracétamol, on fait souvent référence bien sûr à Doliprane, avec du coup là aussi des impacts très forts sur les ventes de Doliprane, à tel point qu'il a été question de rationaliser la commercialisation de Doliprane par les pharmacies. Donc, des conséquences très fortes sur la partie alimentaire de ce confinement. Hein. Et puis là encore, depuis le 13 mars, quand on regarde ce qui se passe, eh bien voilà, on découvre, et vous êtes complètement concernés par ça, vous découvrez en grande majorité le télétravail. Cela aussi a des impacts très forts au niveau, ce confinement a des impacts forts sur la production. Vous avez quand même un certain nombre au-delà du personnel soignant, un certain nombre d'entreprises qui continuent d'agir, en particulier tout ce qui concerne la production des biens alimentaires et puis de la santé. Et puis, vous avez en conséquence de tout cela des populations commerciales qui restent confinées, qui ne peuvent donc plus aller voir leurs clients et qui doivent du coup réfléchir différemment sur la façon de travailler. Donc, pour nous aider justement à bien comprendre ce contexte, ce que je vous propose, c'est de pouvoir faire appel à des experts dans le milieu à la fois de la santé et des produits grande consommation qui vont nous aider à comprendre ce qui se passe au niveau des directions commerciales et qui vont surtout nous aider à répondre à ces questions. Donc, quelles actions ont été mises en place dans les directions commerciales en charge des équipes terrain dès l'annonce du confinement? Comment la gestion de la crise est-elle gérée aujourd'hui avec les équipes, les clients internes et les clients externes? Quels sont les plans en préparation pour assurer une reprise sereine et efficace? Quel bouleversement à attendre dans la relation commerciale et les modes de travail? Et quels grands enseignements tirer de cette crise sanitaire? Alors, pour nous aider donc à répondre à ces questions, j'ai fait appel à 2 experts. Thomas Bosman, qui est donc directeur du développement commercial chez Sanofi, donc pour avoir justement cette vision santé, et David Mahut, directeur national des ventes chez Intersnack, pour avoir cette vision sur le secteur de l'agroalimentaire. Voilà le contexte. Maintenant, je vais pouvoir leur laisser la parole. Ils vont vous répondre tranquillement à toutes ces questions. Et ce que je propose, c'est que David, si tu en es d'accord, je veux bien que tu te présentes et puis que tu nous expliques comment toi, tu as justement géré
la crise avec tes équipes dès l'annonce du confinement? Alors, donc moi, je m'appelle David Mahut, je suis directeur national des ventes chez Intersnack. Alors, Intersnack, ça ne va pas nécessairement parler à tout le monde en termes de marque, puisque c'est le nom de l'entreprise. Autant les marques sont plus connues, puisqu'on intervient dans le domaine de l'apéritif et des chips. Donc, les marques en question, c'est Curly, Monster Munch, Vico, Tyrrells également, plus récemment. Donc, c'est un groupe allemand, c'est un groupe familial et qui intervient en France, donc sur le marché de la grande distribution. On couvre aussi bien les petites, moyennes, grandes surfaces. Et donc, on fabrique, on commercialise l'intégralité de nos produits. Il y a 2 sites de production en France. Donc, on milite vraiment sur la production au local et on va voir plus tard que c'est quand même un avantage assez important. Pour ma part, donc, je m'occupe d'une équipe qui est composée de 6 directeurs régionaux et de 46 vendeurs qui occupent bien mes journées. Je ne sais pas si tu veux qu'on réponde directement aux questions. Je laisse Thomas peut-être se présenter aussi. Tu as raison, Thomas. Dis-nous qui tu es. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, je suis Thomas Bosman, je travaille chez Sanofi. Alors Sanofi, je pense que vous en avez pas mal entendu parler ces derniers jours. Donc on est dans l'industrie pharmaceutique. Il y a 4 grandes business units chez Sanofi qui sont plus ou moins concernés par le contexte actuel. On fait du vaccin et donc on travaille sur un vaccin autour du Covid. On travaille également sur des produits autour des maladies rares et c'est notamment ce type de produits qui pourront aussi aider. Donc, vous avez probablement entendu parler de Plaquenil ou de choses comme ça. Et moi, je travaille sur ce qu'on appelle la santé grand public. Donc, c'est en gros tous les produits que vous pouvez avoir sans ordonnance et qui peuvent être en télé, et donc notamment Doliprane, sur lequel effectivement il y a eu des effets un petit peu d'émeute ou de stockage fort sur les dernières semaines. Et moi, me concernant, je suis directeur de développement commercial. Donc, contrairement à David, je ne suis pas directement en management avec les équipes terrain, mais je suis plutôt sur de la partie support aux équipes terrain auprès du siège. Donc, je travaille notamment sur tout ce qui est autour de la politique commerciale, tout ce qui est autour de la formation des équipes, le suivi de la performance, des choses comme ça. Merci Thomas pour cette présentation. Donc effectivement David, ce que je propose c'est qu'on revienne sur la partie purement produits grande conso. Donc comment est-ce que toi tu as vécu les premiers jours de confinement? Comment tu as géré cette crise avec tes équipes au quotidien? Ouais. Alors déjà, on est tous au même niveau, c'est-à-dire que cette crise, on la vit au quotidien. C'est difficile de prévoir. Pour autant, c'est quand même notre job d'essayer d'anticiper un maximum ce qui peut intervenir le lendemain ou le surlendemain. Le premier point qui est important pour moi, c'est que on a tous senti venir les choses, à savoir, si on se rappelle bien, le début des villes clusters, donc qui étaient très concernées par le Covid. Et une des principales attentions que doit apporter l'entreprise vis-à-vis de ses salariés, c'est d'ailleurs la numéro 1, c'est la sécurité. Donc, le premier choix, ça a été de celui de dire il va falloir un moment que nos commerciaux, qui aujourd'hui ont vocation d'aller sur le terrain, de se déplacer, c'est leur quotidien, d'aller en magasin, donc d'être en confrontation avec un maximum de personnes sur une journée, c'est justement de faire en sorte que ces personnes-là soient protégées. Donc, les dispositions se sont faites un peu en cascade avec une première qui a été justement d'éviter les villes clusters. Ensuite, l'intervention d'Emmanuel Macron intervient et justement, confinement. C'est un peu aux antipodes de nos métiers. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je viens de vous le dire, on doit se déplacer, on est en mouvement perpétuel. Et le confinement, ce n'est pas compatible avec notre job. Donc, par rapport à ça, il a fallu anticiper aussi et faire en sorte de pouvoir occuper le terrain, donc les forces vives commerciales sur le terrain, de les occuper et de les maintenir en contact avec les clients. Alors pour ça, on a quand même des outils qui sont fantastiques, puisqu'on peut évidemment téléphoner, on peut envoyer des mails. Et aussi, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est d'en profiter pour créer d'une contrainte finalement une opportunité et de visiter virtuellement, mais de visiter quand même des magasins qui ont fait l'objet d'attention particulière du consommateur, puisque tous se sont rués sur les drives. Et le drive aujourd'hui, c'est une activité qui est aussi importante pour nous, qui connaît une croissance importante, mais on ne visite pas physiquement donc ces points de vente-là. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est à domicile, télétravailler en contactant tous les drives
pour faire en sorte de les accompagner, pour détenir la bonne gamme de produits. Puisque je pense qu'on y reviendra après, mais Anne-Françoise l'a expliqué, il y a eu des comportements assez atypiques du consommateur par peur de manquer. Alors on l'a vu, hein, les pâtes ont fait l'objet de consommation de dingue, mais pas que. Et nos produits, par extension, ont aussi bénéficié quelque part des ventes additionnelles. Donc, pour revenir à la question d'Anne-Françoise, sur comment est-ce qu'on a anticipé, c'est d'abord assurer la sécurité des collaborateurs et de faire en sorte qu'on puisse les occuper. Maintenant, ça c'est pas quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire qu'on a fait ça pendant une semaine et c'est difficile de pouvoir faire en sorte de maintenir, je disais, cette activité-là. Donc, on est rapidement basculé sur du chômage partiel. Donc, aujourd'hui, la force de vente actuellement est au chômage partiel. D'accord. On sera préparé après la reprise. On va en parler. Thomas, du côté de Sanofi, comment est-ce que vous avez géré la crise sanitaire avec les délégués pharmaceutiques en particulier? Alors, il y a des éléments qui sont communs avec David parce qu'effectivement, nos deux prios étaient la sécurité de nos employés et notre capacité de produire des médicaments et notamment dans une logique de santé publique, parce que si on arrête de produire des médicaments, forcément, il y a des impacts majeurs pour les patients potentiellement du Covid, mais également pour tous les autres. Donc, par rapport à ça, clairement, tu peux parler. Par rapport à ça, le point était clairement de dire progressivement, nos délégués pharmaceutiques ont effectivement arrêté de visiter les pharmacies. Ils sont actuellement en télétravail avec pas de chômage partiel, mais une volonté de limiter, je dirais, les jours travaillés, donc de poser un maximum de jours de congé pendant cette période de confinement pour pouvoir repartir le plus vite possible une fois que ça va un petit peu se libérer. Et après, par rapport à nos clients, ce qu'on a fait, c'est que effectivement, il y a eu un emballement complet pendant une semaine et depuis, on voit qu'il y a un trafic en officine qui est beaucoup plus faible, notamment parce que globalement, les gens ne sortent plus trop de chez eux, donc il n'y a plus du tout d'achat d'impulsion comme il peut y avoir habituellement. Et donc, le point, c'est effectivement, on essaye de continuer à pouvoir accompagner nos pharmaciens pour sécuriser le bon niveau de stock en lien aussi avec ce qu'on peut connaître des autres pays type Italie qui a un peu d'avance sur nous. Mais les pharmaciens, pour être très honnête, ne sont pas très réceptifs parce qu'ils sont crevés, pour certains malades. Et bon, bref, ils n'ont pas du tout envie d'entendre parler de nous sur des offres commerciales ou autres. Oui, ce qui peut se comprendre. Et comment est-ce que vous, au niveau de chez Sanofi, vous continuez à maintenir quand même le lien avec les équipes et avec les délégués pharmaceutiques? Est-ce que vous les tenez informés justement de tous les plans que vous êtes en train de préparer? Est-ce que vous les maintenez un petit peu quand même en activité dans ce contexte où ils ne peuvent pas aller rencontrer les clients? Voilà, comment est-ce que vous maintenez le lien avec eux et comment est-ce que du coup, au quotidien, tu es en contact avec eux? Ouais, je pense que cette période-là, la com est hyper importante. Je pense que c'est pas d'ailleurs vrai que pour Sanofi, je pense que c'est vrai pour tout le monde. La com est hyper importante pour garder du lien parce qu'effectivement, c'est un côté un peu isolant, le côté Zoom. Alors là, on fait du Zoom aujourd'hui, mais on fait du Zoom aussi chez Sanofi toute la journée. Donc, ça peut être un peu isolant d'être devant son PC pendant 10 heures de suite tous les jours. Et donc, l'idée, c'est effectivement, on a globalement à minima un call avec l'ensemble des équipes de vente par semaine pour être sûr de pouvoir garder du lien. On essaye de développer un certain nombre d'initiatives qui peuvent être parfois un peu plus fun, d'apéro ou autre, juste pour essayer de garder du lien et continuer à faire du one team. Et après, sur cette période-là, on a aussi fait le choix de driver un peu leur journée avec toutes les contraintes familiales. Désolé, j'avais mon fils qui est rentré dans la chambre juste avant. Mais toutes les contraintes familiales qu'on a tous. Donc, en gros, on se dit que le matin, pour les équipes de vente, est plutôt donné pour gérer toute la partie gestion client, donc appel, prise de commande, ce qui est encore le cas en pharmacie, ce qui n'est pas forcément le cas en GMS. Et l'après-midi, on est plutôt sur une logique de formation. Donc, chaque jour, on propose des formations différentes sur des thématiques qui sont importantes, mais qu'on n'a jamais vraiment l'habitude le temps de le faire. Donc, par exemple, hier, c'était une formation sur le merchandising avec un nouvel outil qu'on vient de lancer. Avant-hier, c'était une formation sur la lecture d'un tableau de bord qui est nouveau, mais que d'habitude, on prend 5 minutes pour présenter. Là, on a pris 1 heure et c'est hyper apprécié des équipes parce qu'elles ont le sentiment aussi de monter en compétences et donc
quelque part, on utilise cette période difficile pour en sortir du positif. Ouais. Et du coup, du côté Intersnack, David, justement, tu parlais du chômage partiel, mais comment est-ce que vous continuez à créer aussi le lien avec les équipes? Comment est-ce que tu la gères au quotidien, justement, cette relation? Alors, le chômage partiel, en fait, il y a 2 niveaux chez nous. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une structure de 6 directeurs de région qui eux-mêmes en fait négocient avec des clients régionaux. Alors, quand on se parle de clients régionaux, pour tout de suite imaginer pour tout le monde, c'est Leclerc par exemple, entre autres. Et les directeurs de région ont toujours ce contact-là avec les clients, c'est-à-dire qu'eux travaillent le lundi et le mardi. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, les équipes terrain, elles, ne travaillent pas. On n'est pas encore dans le schéma tel que le décrit Thomas avec un accompagnement de formation, mais j'y viendrai un peu plus tard. C'est quelque chose qu'on prévoit, nous, mais à partir du moment où on pourra aller retravailler, on a un plan qui consiste à dire 2 semaines avant, on a un plan de marche pour remonter en compétences et rebooster les équipes. Je pense que ce que vous avez adopté chez Sanofi me semble vraiment bien parce que ça permet justement de maintenir le lien. Donc, c'est un vrai choix d'entreprise. Nous, on n'est pas dans cette configuration-là. C'est un moins gros groupe, hein, évidemment. Nous, on est une structure familiale. Mais j'aurais vraiment aimé pouvoir faire ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comment on maintient le lien? Alors, ce n'est pas Zoom pour nous. On a un autre outil interne qui permet justement les visioconférences et d'échanger. Et ça, c'est important. Et moi, je profite d'avoir les managers en direct pour justement anticiper l'après et de faire en sorte que tout le monde soit sur le pont le jour J et motivé. En tenant compte de beaucoup de paramètres, puisque, alors je ne vais pas tous les énoncer là, mais on peut imaginer que les primes, à commencer par ça, les objectifs sont forcément perturbés, puisque voilà, quand vous êtes chez vous, les résultats ne tombent pas de la même manière. Donc, il va falloir anticiper tout ça. Et ça, c'est des échanges que j'ai avec les DR. Donc, je suis plutôt dans un management très collaboratif en ce moment. Alors, ce qui est ma nature, mais je pense que c'est important de prendre les inputs en ce moment. Comme le disait Thomas, la communication, c'est essentiel. C'est essentiel aussi avec les clients, parce que les clients sont sous forte tension, ont beaucoup d'inquiétudes sur les approvisionnements de produits, attendent beaucoup des fournisseurs. Et donc, nous, on essaie de les aider vraiment au quotidien. Et de maintenir le lien, c'est vraiment primordial. Et là, c'était justement avec le DR. Du coup, toi, tu es aussi rattaché à la direction commerciale au grand sens du terme. Est-ce que tu continues aussi d'avoir des liens avec cette direction commerciale, en particulier les clients nationaux? Est-ce que tu continues aussi d'avoir du lien avec les services marketing, prévision des ventes, production? Est-ce que oui, comment est-ce que vous fonctionnez? C'est primordial. Alors, juste pour vous donner 2-3 éléments par rapport à nos types de produits et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a d'un côté les produits vraiment dédiés à l'apéritif. Encore une fois, je recite Curly, Monster Munch entre autres, mais ça aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a les Skype Apéro qui existent, Skype Apéro, mais ce sont des produits avant tout de partage. Et donc, qui n'ont vraiment de sens que s'il y a du monde, s'il y a vraiment cet instant, on va dire, de communion ensemble. À ce moment-là, il n'existe plus. Donc, ce ne sont pas cette catégorie de produits-là qui est particulièrement impactée par des ventes en hausse. En revanche, de l'autre côté, les chips, qui pour autant peuvent être dédiés à l'apéritif, peuvent aussi être considérés comme un complément de repas. Donc, quand il n'y a plus de pâtes, il reste des chips. Donc, les gens se sont rués sur les chips. Et ça, c'est vraiment un business qui s'est fortement développé. Pour autant, est-ce qu'on est sur un phénomène de stockage, c'est-à-dire de peur du consommateur à manquer, donc d'avoir acheté des grosses quantités, mais quelque part, ça peut aussi engendrer une non-consommation pendant les mois à venir. D'autant que vous imaginez que sur nos types de business, quand il n'y a pas de Jeux Olympiques, quand il n'y a pas de Coupe du Monde, évidemment qu'on s'attend à un impact fortement négatif sur la saison. Et ça, c'est notre job que d'essayer de l'anticiper. Donc, nous, on attend vraiment le retour, comme tout le monde, au boulot. Mais retour au boulot, c'est aussi synonyme de joie de se retrouver. Et on pense sincèrement que notre rôle, ça va être aussi d'anticiper cette forte tension qu'il va y avoir, qui va exister avec l'envie d'inviter ses amis, ses proches, sa famille. Et on va forcément retrouver nos catégories de produits à ce moment-là. Donc, l'enjeu, ça va être d'avoir les quantités suffisantes à produire. Sachant que là, sur la conférence d'aujourd'hui, on s'attelle beaucoup à parler des équipes commerciales, mais je voudrais simplement aussi dire que
En termes de production, on a des équipes aujourd'hui qui ne peuvent pas télétravailler et qui sont tous les jours en production, avec évidemment des mesures très strictes, sanitaires évidemment, mais n'empêche qu'elles sont exposées et elles assurent au quotidien en fait, la fabrication de nos produits. Et le fait d'avoir les usines comme ça en local, c'est une vraie chance pour nous parce qu'on ne se retrouve pas coincé avec des produits à l'autre bout du monde et on peut continuer de livrer nos clients, je veux dire, tout à fait normalement. Avec des choix d'assortiment, c'est-à-dire qu'on a décidé, en échangeant avec nos clients, de travailler sur des gammes restreintes, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir 100 produits au choix dans nos gammes, eh bien, on a décidé de prioriser les produits les plus consommés et pour être certain de ne pas se générer de complexité industrielle à fabriquer et puis pour avoir tout simplement les produits disponibles pour le consommateur. Voilà, ça c'est un choix important qui a été fait. Mais c'est vrai qu'on parle justement de rationalisation du nombre de lignes. On parle de produire uniquement les UB, les unités de besoin qui correspondent véritablement aux attentes des consommateurs, surtout qu'elles ont bien changé ces attentes. On se retrouve dans nos foyers, on est plus nombreux dans nos foyers, donc on s'attend aussi à avoir des produits, des modes de consommation plus importants, donc en termes de quantité déjà. Donc oui, il y a plein de modifications. On pourra peut-être y revenir aussi là-dessus. Et du côté de Sanofi, Thomas, comment est-ce que vous prévoyez aussi un petit peu la reprise? Quels sont les plans d'action que vous pouvez mettre en place? Est-ce que là aussi, tu travailles avec les équipes et les clients internes pour préparer et vous remobiliser la force de vente, même si elle est déjà soutenue au niveau des délégués pharmaceutiques, c'est ce que tu disais. Mais comment est-ce que vous préparez justement la reprise? En fait, un petit peu comme David, il y a des similitudes. Alors effectivement, on a la chance de ne pas avoir de chômage partiel, ce qui permet de les maintenir un peu plus encore dedans, même si effectivement ça n'a rien à voir avec l'activité habituelle. La reprise, on la prévoit à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'effectivement l'industrie pharmaceutique est pour l'instant relativement épargnée, puisqu'on a des catégories plutôt de produits de base, type du Doliprane, qui fait qu'il y a eu un stockage important et donc on a un peu d'avance, si vous voulez, par rapport à ce qu'on devrait faire habituellement. Après, on se méfie quand même des effets de stockage et donc on attend de voir dans un mois quel sera exactement le résultat. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue plutôt de notre top management, on a des très fortes attentes et on a aussi des personnes qui sont un poil plus dispo. Donc, on a énormément de pression en ce moment de top management pour dire, compte tenu de l'effet Covid, quelle est finalement votre prévision en fin d'année, ce qui est hyper difficile à dire parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester en confinement et quels seront exactement les comportements d'achat. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis après, du coup, de l'autre côté, sur la partie plutôt force de vente, on essaye en fait de réadapter un petit peu les priorités qu'on avait sur le cycle. On a un cycle qui finit à l'été. Et donc, on avait mis un certain nombre de priorités qui allaient de début mai à l'été. On sait que finalement, cette période-là, elle va probablement être coupée d'un mois. On ne sait pas exactement où finira le confinement. Donc, c'est comment on arrive à être encore un peu plus focus. Et c'est l'exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui pour se dire quand ils reviennent, au lieu de leur demander 5 choses, on leur en demande que 3, peut-être que 2. Et voilà celles qu'on va leur demander. Ouais. Est-ce que du côté de Sanofi, vous avez commencé aussi à étudier un peu ces grands bouleversements dans les méthodes de travail? Est-ce que vous avez pu prendre le temps un petit peu de vous projeter, d'analyser ce qui se passe? Est-ce que vous allez modifier du coup un petit peu les façons de travailler? Est-ce qu'il est encore trop tôt ou est-ce que vous êtes déjà en perspective? Non, on est dessus. J'ai lu récemment là, un article qui est assez intéressant en disant que cette période, elle est un peu en 3 phases. Il y a la première phase d'assimilation, donc on est en gros, on digère le truc. Une deuxième phase où on est un peu dans le bilan, puis une troisième phase où on est un peu en train de préparer l'après. Là, avec mes équipes, en tout cas, je travaille sur cette deuxième phase qui est un peu le bilan de qu'est-ce qu'on fait qu'on ne se serait pas pensé capable de faire, des choses comme ça. Donc, essayer de sortir aussi un peu de positif de cette période. Moi, là, sur le premier analyse que je peux en faire, je trouve qu'il y a 3 éléments positifs qui seront probablement utiles pour plus tard. Le premier, c'est de voir notre capacité à travailler de manière digitalisée par du Zoom. On vient de faire un séminaire force de vente par Zoom. Alors, évidemment, c'est moins bien, il n'y a aucun doute, mais ça marche. Honnêtement, ça marche. Et en termes d'impact,
je pense que sur une base 100 historique, on a dû faire 80 ou 90% d'impact. Donc en fait, ce qu'on a perdu, il est finalement relativement minoritaire. Évidemment que c'est mieux d'être tous ensemble, hein, évidemment. Mais ça veut dire aussi que ça peut nous permettre de revoir un petit peu notre manière de travailler. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit que les réunions sont beaucoup plus efficaces parce qu'en fait, quand tu as un point, par exemple, avec un collaborateur de gestion des dossiers en cours, généralement, quand tu le fais au bureau, déjà, le temps que tu te trouves la salle, machin, bon, bref, ça te prend 1 heure pour faire le point. Là, par téléphone, tu es beaucoup plus réactif, tu ne bouges pas de chez toi. En 30 minutes, c'est réglé. Donc, tu as aussi une capacité, je pense, à être beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait et se concentrer beaucoup plus sur l'essentiel. Et le troisième point par rapport à nos clients, et c'est un peu spécifique à la force de vente, à la pharmacie, David, tu me diras si je me trompe, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans un mode de commande. Et donc, en pharmacie, les délégués pharmaceutiques passent environ la moitié de leur temps à passer des commandes, ce qui apporte assez peu de valeur ajoutée, mais qui est un modèle historique. Et là, le fait qu'ils ne puissent plus y aller en pharmacie, ça oblige un petit peu les pharmaciens à aller sur des comportements plus digitaux, en gros, passer leurs commandes par eux-mêmes. Et donc, j'essaie de sauter sur cette occasion pour ancrer ce geste pour demain, pour pouvoir laisser plus de temps à nos équipes pour faire des tâches à valeur ajoutée plus importantes. Ouais. Et puis changer un petit peu du coup cette posture. Je ne suis plus uniquement preneur de commandes, mais je suis là aussi pour accompagner différemment le pharsmacien. Exactement. Et je pense que le contexte très spécifique nous permet de quelque part montrer que ça marche. Ouais. David, j'ai vu une réaction quand Thomas parlait d'un séminaire sur Zoom complet. Oui, alors forcément, comme le dit Thomas, finalement c'est un palliatif. On a organisé, parce que nous aussi on a été concernés par une annulation d'un séminaire national qui est hyper frustrant parce que on n'a pas la joie de se voir. On avait un programme qui était assez dense de formation, 2 jours de formation, visite d'usine. Enfin voilà, tout ça s'est mis de côté. Une fois que ça s'est digéré, faut affronter le lendemain et faire en sorte de mobiliser tout le monde. Moi je pense que la visioconférence, ça permet de maintenir le lien, mais on ne peut pas passer autant de messages quand même que le physique. Donc, je trouve ça bien, moi, ponctuellement, parce que voilà, on s'est organisé comme ça. Mais sur du long terme, je pense que ça ne viendra pas, en tout cas, remplacer clairement les échanges physiques, ça c'est certain. Les grands bouleversements en termes d'organisation, de manière de travailler, en tout cas sur la population siège, bureau, je ne crois pas que ça change grand-chose. En fait, ce phénomène Covid-19, enfin ce phénomène, c'est même pas un phénomène, c'est une crise d'ampleur inconnue, je veux dire à ce jour, va surtout bouleverser le consommateur. Nous, c'est ça qu'on essaie de voir en fait. Mais sur notre manière de travailler, je ne pense pas que ça change beaucoup. Le consommateur, pourquoi ça risque de le faire évoluer ? Parce que déjà, on l'avait constaté un peu déjà en amont. Les générations consomment différemment. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt de la génération qui a connu l'avènement des supermarchés, des hypermarchés. Vous êtes beaucoup plus orienté sur le e-commerce. Donc ça, c'est une tendance qui s'est développée depuis quelques années. Et ça, c'est un virage que nous, on doit savoir prendre, qu'on n'a pas su prendre suffisamment au sérieux, je pense. Et ça, c'est une vraie piste de développement pour nous. Même si pour le moment, vous voyez que les consommateurs se sont rués dans un premier temps sur les hypermarchés pour acheter des gros volumes. Et que maintenant, l'hypermarché a tendance plutôt à baisser et que tout simplement, le confinement fait en sorte que vous allez dans le magasin en bas de chez vous. Et ça, je pense que c'est un comportement d'achat qui va rester. Parce qu'on le voit bien, tout ce qui vient finalement de loin, qui contribue à un emploi, mais qui n'est pas local, qui est un emploi dans un autre pays, je pense que ça va impacter tout le monde dans tous les pays. Et le retour à la consommation et à la production en France, au local, de soutenir le petit producteur de yaourt d'à côté. Quand vous avez connaissance qu'il a des problèmes, vous allez plutôt acheter ce yaourt-là qu'un yaourt Danone en ce moment. Et la question, c'est est-ce que ça va durer ou pas ? Donc, nous, on est très sensible à ça parce qu'on a des arguments aussi à faire valoir. Encore une fois, je disais, on fabrique en France, nos pommes de terre viennent de France, c'est livré parfois en tracteur. Et on se dit que par rapport aux grands groupes internationaux qui sont en face de nous, parce que nous n'avons que des concurrents qui sont de taille gigantesque par rapport à nous, on se dit que ça peut peut-être être un moyen aussi de
de resensibiliser les consommateurs sur l'emploi local, la fabrication locale. C'est plus ça, en fait, la manière dont le consommateur va réagir qui risque de bouleverser, nos méthodes de travail, notre communication, notre marketing, voilà, plus que la manière de travailler. Oui, je comprends complètement le point. Thomas, est-ce que tu as des petits mots de fin à nous donner à nos étudiants? Voilà, qu'est-ce que tu voudrais encore ajouter? Et puis, quels sont tes mots de conclusion et messages à faire passer à nos étudiants? Je pense que par rapport à vous, étudiants, j'aurais un peu le même message que ce qu'on peut avoir avec nos équipes commerciales. C'est que l'idée, c'est on vit une période qui n'est pas facile, perso, pro. On a effectivement pas mal de choses à gérer dans un environnement qui est un peu limité. C'est comment on arrive à sortir du positif de tout ça. Et donc ça, chacun individuellement peut en sortir à différentes manières. Sur l'aspect personnel, peut-être qu'on peut passer plus de temps avec ses proches. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et ça peut aussi nous permettre de revenir un peu à des choses plus essentielles. Et puis sur l'aspect plus professionnel, je pense qu'on a la chance, et je pense que les étudiants d'autant plus, j'espère pour eux, d'avoir plus de temps. Et donc le temps, après, c'est comment on l'investit. On peut l'investir dans la Casa del Papel, évidemment, et je suis le premier à le faire. Mais je pense qu'il faut aussi l'investir dans un peu de la formation, parce que ça nous permet justement de monter en compétences. Il y a plein de… il y a Google qui propose des formations. Enfin bref, il y a une possibilité de formation gratuite absolument gigantesque un peu partout. Et là, je pense que vous êtes en plus dans une période encore, en tant qu'étudiant, un peu de construction de carrière, de se dire où est-ce que vous avez envie d'aller demain. C'est pour moi le meilleur moment pour justement creuser, participer à des conférences comme on est en train de faire et voilà, essayer d'améliorer, de monter en compétences et de savoir un peu plus là où vous voulez aller demain. Et toi, David, quels seraient tes mots de conclusion? Je suis entièrement d'accord avec ce que Thomas vient de dire, donc je ne vais pas répéter. La seule chose que je pourrais simplement ajouter, c'est partez bien du principe qu'il n'y a jamais rien de figé. En réalité, c'est ça. C'est qu'on peut avoir des business models réfléchis, stables, ou en tout cas qu'on pense stables, immuables. Et ça, c'est un vrai tort que de penser ça, parce que le Covid nous le montre bien là, c'est qu'il y a des business models qui sont mis à mal fortement. Et la capacité à réagir, à avoir du jeu de jambes, à anticiper au maximum les choses. Alors, il y aura des bonnes idées, des moins bonnes idées, mais en tout cas, c'est rester en mouvement. En fait, c'est ça que je dirais, rester en mouvement. Voilà, vous avez parfaitement bien, je pense, passé les messages auprès des étudiants. Hier, moi, de mon côté, j'ai assisté à une conférence sur l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est aussi l'occasion de réfléchir, je trouve, pendant ce confinement, à qui on est, voilà, et remettre aussi en perspective nos émotions. Merci à tous les deux, merci à David, merci à Thomas pour cette participation, pour vos messages, pour votre réactivité aussi à m'accompagner sur cette masterclass. Merci aussi à PPA, donc à Valérie Bamoureau et puis Erwan Poirot en particulier. J'espère qu'on a répondu en tout cas et qu'on vous a un petit peu éclairé sur les problématiques rencontrées par les forces de vente commerciales à la fois dans la santé, à la fois dans l'agroalimentaire. Et puis surtout, qu'on vous a éveillé sur les esprits sur ce moment de confinement. À bientôt, j'espère. Et puis, prenez soin de vous. Au revoir.